Catherine Blondeau et Lilian Thuram, deux êtres humains que j'aime beaucoup se rencontrent. Je vais laisser la parole à Lilian Thuram, à Catherine Blondeau. Je dis merci à Franz Voltaire, pour ses cartes blanches avec Catherine Blondeau et Lilian Thuram. Merci beaucoup et merci au public d'être au rendez-vous. Alors, Liliane, voilà un livre qui m'a semblé très intéressant. En tant qu'historien, ce qui m'intéresse, c'est que ce livre rend disponible pour un très large public des questions qui sont très complexes, des questions qui, aujourd'hui encore, font l'objet de multiples débats, tant en France qu'au Canada, et plus particulièrement au Québec. Alors, dans ce cadre, il y a un questionnement vis-à-vis de comment s'est constituée, je dirais, une pensée raciste, de comment aussi cette pensée s'est élaborée au cours du temps, parce qu'on est en face d'une pensée qui ne s'est pas constituée après 1945. On parle déjà de réflexions qui ont débuté avec ce que moi, je crois, qui est effectivement la colonisation et la conquête des Amériques, qui vont permettre de monter peut-être l'opération la plus criminelle ou la plus énorme de tous les temps, c'est-à-dire une traite d'hommes et de femmes africains durant plus de 4 siècles. Et dans ce contexte, on a élaboré des codes, puisqu'il faut le rappeler que l'esclavage, c'est aussi une affaire d'État, c'est-à-dire avec tout ce qu'on appelait les Código Carolino, les codes noirs, le Black Code. Et donc, pour moi, c'était important que ce livre arrive à temps. Je dis ce livre arrive à temps. Il n'est pas simplement porté par la renommée de Lilian Thuram en tant que champion du monde, il faut bien le rappeler. Là, on ne discute pas de football, mais on discute de ce qui est peut-être extrêmement important pour lui, parce qu'après le football, il y a une vie après le football. D'un autre côté, le livre de Catherine me semblait aussi extrêmement important, parce que voilà un témoignage de quelqu'un qui, à partir d'un autre point de vue, se découvre blanche parce qu'effectivement, on nous inscrit des identités. À un moment donné, je me rappelle cet ami africain qui disait, quand il s'est arrivé en France, qu'il découvre qu'il est noir. Non pas qu'il n'avait pas conscience de la mélanine, mais qu'il n'avait pas, qu'il n'a jamais été considéré comme tel. Et le racisme, c'est aussi une question de pouvoir. Alors, je commencerai avec Lilian Thuram pour lui dire qu'est-ce qui vous a porté d'abord à écrire ce livre? Écoutez, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. C'est assez simple. Très souvent, je dis que c'est l'histoire de ma vie. Je suis né en Guadeloupe. J'arrive à 9 ans dans la région parisienne. Et je dis très souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce que dans cette classe de CM2, il y a des enfants qui m'insultent de sale noir. Et en fait, je ne comprends pas. Je prends ça comme une violence, une blessure, un saignement. Et je rentre à la maison avec ça et je pose la question à ma maman, pourquoi les personnes noires sont vues d'une façon inférieure? Et en fait, ma maman, à l'époque, me donne une très, très mauvaise réponse. Elle me dit, c'est comme ça ne va pas changer, les gens sont racistes. En fait, que le racisme était une fatalité. Et donc, en grandissant, j'ai pu rencontrer des livres, des personnes qui m'ont donné à comprendre le racisme. Et j'ai voulu comprendre en fait ce qui se jouait dans ce traumatisme dans la classe de CM2, c'est-à-dire comment ces enfants de 9 ans avaient intériorisé qu'être noir était inférieur, comment ils avaient intériorisé qu'ils étaient eux-mêmes blancs. Et donc, l'idée c'est, est-ce qu'on peut questionner ces identités de couleur de peau que nous utilisons tous les jours? Et donc, l'idée c'est expliquer que ça a une histoire, que le racisme, ce n'est pas naturel et qu'il y a derrière une idéologie politique qui a été construite effectivement pour aussi légitimer une idéologie économique. Et donc, c'est vraiment pourquoi j'ai fait ce livre, pour que les gens puissent comprendre qu'il y a une histoire du racisme et que ce n'est pas anodin la couleur de peau que nous avons aujourd'hui et qu'il y a une histoire à comprendre
et pour dépasser ces identités, pour sortir de ces identités, en fait, il faut prendre conscience qu'elles ont été fabriquées et surtout qu'elles nous emprisonnent. Voilà. Alors, vous, Catherine Blondeau, vous découvrez blanche. Vous découvrez blanche parce qu'effectivement, comme Liliane Thuram va découvrir cette couleur qu'on va lui assigner et qu'on nous répète tout le temps, c'est-à-dire elle devient partie d'une identité. Vous, comme disait un ami qui découvre brusquement que, en fouillant dans les textes historiques, qu'à un moment donné, les Mexicains sont classés au début, quand les Américains font la conquête de la Californie et du Texas, sont classés comme blancs. Après, on dit non, mais en fait, ils ne sont pas blancs. Donc, il faut les reclasser. Donc, et donc, vous découvrez blanche et ce sera intéressant de voir, voilà. Après votre premier roman, ce roman, ce texte nous interpelle parce qu'effectivement, c'est intéressant qu'il fasse pendant avec le texte et le livre de Liliane, parce que ça en vient à un témoignage, cette fois-ci, peut-être tout aussi personnel. Qu'est-ce qui vous a amené à aborder cette question, et surtout à ce moment? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse de dialoguer avec Lilian. Et donc, moi, si j'ai écrit ce livre, en fait, je suis très en retard sur Lilian, puisque je n'ai pris conscience qu'il y avait des gens qui me considéraient comme blanche qu'à l'âge de 35 ans. Donc, vous voyez, j'avais presque 30 ans de retard sur Lilian dans cette prise de conscience. Et elle s'est produite alors que je vivais à Johannesburg, où j'arrivais pour être attachée culturelle, donc dans une position tout à fait confortable. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai compris que quand je me promenais dans la rue, les gens en moi, ils voyaient une femme blanche. Et moi, c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Et d'ailleurs, c'est un thème qu'on retrouve dans le livre de Lilian aussi, le fait que la plupart des Blancs ne se croient d'aucune couleur particulière, ou du moins, ils se croient tout simplement normaux. Et moi, je me pensais que j'étais un être humain tout à fait banal, normal, sans couleur. D'ailleurs, c'était peut-être un peu triste, parce que quand je voyais des personnes à la peau plus foncée que moi, ils m'intéressaient, en fait. Je me disais, ah, ils ont sûrement une vie différente de la mienne et tout ça. Et moi, je me sentais sans couleur particulière, disons. Et puis, en Afrique du Sud, j'ai fait cette expérience que peu de Blancs font en Occident, c'est celle de la minorité. C'est-à-dire, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais la seule blanche parmi des milliers de gens qui ne l'étaient pas. Et là, j'ai compris qu'effectivement, on pouvait très bien me regarder moi comme une femme blanche, mais c'est pas pour autant que j'avais compris ce que ça voulait dire, parce que j'avais été élevée en France à l'école républicaine et par une famille aimante et pas du tout raciste, alors pas du tout, au contraire, on m'avait appris que le racisme c'est mauvais et que ce n'est pas possible. Donc moi je me considérais comme une personne vraiment bien sous tout rapport, on va dire, mais j'ai compris là-bas que être blanche ou être désignée comme blanche, c'était beaucoup plus complexe que ça, et c'était pas, il fallait pas être activement raciste pour être blanc, mais qu'être blanc, ça voulait dire beaucoup de choses que j'ai mis du temps à comprendre, disons. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que comme c'est une enquête, en fait, un cheminement dans cette question à la fois compliquée et puis souvent brûlante, qu'elle est de plus en plus en France. Et j'ai pensé que ce chemin à la fois de prise de conscience, d'emmêlement, de pataugeage, parce que ça patauge pas mal dans cette question de la blancheur, pour essayer de m'extirper des pièges de la race, comme le disait Lilian tout à l'heure, c'est des catégories où on essaie de nous enfermer. C'était un chemin difficile, en fait, et il ne suffisait pas de dire « Ah non, 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 moi je ne suis pas, j'aime pas qu'on me dise que je suis blanche, je ne suis pas blanche d'abord, etc. » Que ça méritait un petit peu plus d'attention et peut-être aussi un petit peu plus d'écoute de voix qui ne sont pas les voix qui viennent de l'Occident, les voix dominantes. Alors, c'est intéressant parce que vous vivez à Nantes. Et Nantes,
c'est le grand port négrier. Nantes, c'est 1800 expéditions d'esclaves. Nantes, il y a quand même une population de Noirs, c'est intéressant, on dit d'Africains à Nantes, disons jusqu'au 19e siècle. Il y a, et en France, c'est très particulier parce qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794 par la Convention, après ce soulèvement d'esclaves en Saint-Domingue, Haïti, mais il y a eu rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Et on est dans l'année où effectivement on parle de Napoléon. Et des amis français étaient étonnés que les Haïtiens avaient un autre regard sur Napoléon ou sur Robespierre. Mais Nantes, c'est aussi une ville où l'on voit sur les façades des patrons négriers. Quand on va à Nantes, on voit, n'est-ce pas, la présence qui est là, dans la pierre. Et donc, c'est un peu difficile de dire comment vous vous définissez, puisque, vu votre génération, on est au cœur, vous êtes né peut-être après, mais on est au cœur aussi d'une présence et très forte aussi des populations, d'abord qui sont venues d'Afrique, qui sont venues des Antilles après, parce que vous êtes de la génération des Bumidomes, celle qui a entraîné une quantité d'Antillais à être, je ne dirais pas déportés, c'est une nouvelle forme, mais à être installés en France quand on a voulu renvoyer des Antillais en France. Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a aussi ce contact peut-être enfant, indépendamment de notion de racisme, on côtoie aussi des gens qui ne sont pas, puisque de la même couleur, comme on dit avec tous les guillemets, mais comment ça s'est passé avant de découvrir, je dirais, ou avant de se poser la question des privilèges ou de ce qui est la norme, comme on dirait, de la norme blanche. Alors, pour préciser, je ne suis pas née à Nantes, je n'y vis que depuis 10 ans. Donc, mes premiers contacts avec des personnes qui n'étaient pas blanches ne se sont pas produits à Nantes, mais dans ma région d'origine, qui est la Normandie. Et effectivement, ce qu'on peut dire sur Nantes, en revanche, ce qui m'intéresse dans cette ville, c'est que c'est une des rares villes d'Europe qui a eu le courage d'affronter son passé négrier à travers, d'une part, tout le travail qui a été fait au musée d'histoire de la ville de Nantes, où il y a plusieurs salles qui sont consacrées à la traite et qui ont adopté, enfin qui ont assumé en fait le passé négrier de la ville, au sens où ils ont mis au jour les archives des armateurs, les archives des marchands d'esclaves, et ce qui permet de se rendre compte de l'échelle de la traite, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et c'est aussi une ville qui a inauguré en 2016, d'ailleurs Lilian, c'est toi je crois qui était là pour l'inauguration d'un mémorial, le mémorial oui. À l'abolition de l'esclavage, qui reprend dans le détail justement l'effet de traite. Et je trouve que cette attitude qui consiste à refuser l'ignorance et accepter de regarder en face ce passé qui est effectivement peu glorieux, c'est une des conditions pour moi, une condition sine qua non de pouvoir construire un avenir plus équitable. Donc voilà ce que je dirais sur la manière dont je comprends les efforts que cette ville a fait pour essayer de faire face à tout cela et non pas à le nier. Parce que nier l'histoire coloniale, nier l'histoire de la traite, ce n'est pas une bonne base de départ pour pouvoir construire une société plus équitable, plus juste et qui laisse la place à chacun, quelles que soient ses origines, de trouver sa voie et de se sentir bien dans le peuple dont il fait partie. Merci Catherine. Donc ça me ramène et ça me renvoie à Liliane, parce qu'effectivement ça nous renvoie à l'histoire. Ça nous renvoie à l'histoire et plus particulièrement à ce moment fondateur qui est à la fois la traite négrière, parce que c'est le moment de la violence avec la mise en esclavage
de millions d'hommes et de femmes qui sont transportés vers les Amériques, qui donnent, je dirais, et c'est ça qui va conduire à la construction du noir. Parce qu'effectivement, désormais arrivé en Amérique, Bantous, Sénégalais, venus de la Côte d'Ivoire, Yoruba, venus des Yoruba, tout le monde, on va leur assigner une nouvelle identité qui est celle du noir. Parce qu'en fait, effectivement, avant, les gens étaient Yoruba, étaient Fon, étaient Wolof, et brusquement, on leur assigne une nouvelle identité qui est celle du noir. Donc, désormais, ils ne sont plus ni Kikongo, ils ne sont plus de l'Angola, ils sont noirs. Alors, Liliane Thuram, c'est ce point qui semble intéressant. Comment on en est arrivé à construire cette notion? Effectivement, tout d'abord, je pense qu'il est important de dire aux gens qu'encore une fois, que ce sont des constructions, ces identités liées à des supposées races. Et par exemple, je dis très souvent, lorsque je vais dans les écoles aux enfants, qui est blanche, qui est blanc, qui est noir, les enfants lèvent la main. Et je leur dis, OK, toi, tu me dis que tu es blanc ou blanche, et je montre une feuille, par exemple. C'est simple. Je dis, elle est de quelle couleur, cette feuille? Je dis, elle est blanche. Et je mets près de leur peau. Je leur dis, mais est-ce que vous avez la même couleur que cette feuille? Ils me disent, mais non. Je leur dis, mais alors, pourquoi tu dis que tu es blanc ou blanche, en fait? Et là, il y a un silence. Après, ils finissent par me dire, par habitude. Et en fait, justement, c'est ces habitudes qu'on doit questionner. C'est-à-dire qu'on doit emmener les enfants à réfléchir, à montrer que c'est une construction et pourquoi on a construit ces catégories. Et dire aux enfants que, par exemple, lorsqu'on parle de la traite négrière, ce n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. C'est un système économique. Et tout système économique construit un discours pour légitimer sa violence. Et lorsqu'on parle de la traite, pour moi, c'est très important qu'on comprenne la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se questionne sur le discours économique. Parce que le discours économique aujourd'hui légitime aussi certaines violences. Et donc, il faut tirer le fil pour expliquer que c'est le système économique le problème et que le système économique va casser des liens entre les individus pour légitimer la division, pour légitimer l'exploitation des uns sur les autres. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans ce cas-là. Et donc, si nous voulons créer des sociétés où on va construire de nouvelles solidarités, il faut déjà se soigner et réparer nos regards pour qu'on puisse se voir comme des êtres humains avant tout. Et pour qu'on puisse se voir comme des êtres humains avant tout, il faut questionner l'histoire et comprendre à quel moment, justement, on a cassé ces liens. Mais, effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas regarder l'histoire. Parce que regarder l'histoire, c'est comprendre. Comprendre, c'est se mettre en mouvement. Comprendre, c'est refuser certaines choses. Tout à l'heure, vous parliez de Nantes. Ce qui est très intéressant lorsque vous allez à Nantes, vous allez peut-être pas vous apercevoir tout de suite que le mémorial s'appelle le mémorial des abolitions. Mémorial des abolitions. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un mémorial qui travaille sur la compréhension de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on parle des abolitions. La France a aboli l'esclavage. Et vous avez il y a énormément de dates qui parlent des abolitions. Mais en fait, il faut traiter l'esclavage et voir ce qui s'est joué. Parce que si vous restez dans l'idée de l'abolition et que la France a simplement aboli l'esclavage, en fait, vous ne comprenez pas les problématiques. Parce que les problématiques, c'est le système esclavagiste, ce sont les codes noirs, ce sont les habitudes qui se sont installées. Et petit à petit, comme vous dites, on a créé l'idée qu'il y avait une supériorité blanche. Parce que quand on parle d'infériorité, parce que très souvent, effectivement, on parle de l'infériorité des personnes noires, mais il faut parler de la construction de la supériorité des personnes blanches et comment tout d'un coup, les personnes blanches étant enfermées dans une catégorie, finissent par défendre une histoire, en fait, sans avoir conscience qu'en fait, la plupart des gens n'ont rien à voir dans cette histoire-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les paysans nantais ou les paysans bretons qui ont mis en place l'esclavage.
c'est avant tout un système économique avec une minorité de gens qui ont le pouvoir de construire un discours et légitimer leur violence à travers des lois. Ça me paraît très, très important de vraiment comprendre l'esclavage. Et comme je disais aussi, pour comprendre l'esclavage ou la colonisation, lorsqu'on parle de Christophe Colomb, c'est qu'il faut prendre conscience que très souvent, il y a des voix qu'on n'entend pas. Et souvent, par exemple, les voix des personnes, des autochtones sur le continent américain, on ne les entend pas. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une vision des choses. Et c'est ce qui est intéressant, je pense, si on veut grandir ensemble, c'est qu'on puisse entendre la voix des personnes dont on n'entend jamais le discours. Et pourtant, il y a des discours. Il y a eu des livres, il y a des choses qui se sont dites. Par exemple, en réfléchissant, si on veut aussi comprendre, par exemple, la tête négrière, il faut connaître la controverse de Valladolid. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est intéressant, cette controverse de Valladolid, où l'on pose la question, en fait, est-ce que les Indiens ont une âme? Et cette question qui est posée et arbitrée par le pape va être résolue par la couronne espagnole. Mais ce que tu dis me semble intéressant à 2 points. C'est-à-dire des populations à Saint-Domingue vont distinguer des fois entre ce qu'ils appellent, pour distinguer le planteur, le colon, donc celui qui exploite cette main-d'œuvre d'esclave, il dit blanc-blanc. Et l'autre, il dit blanc maintenant, en créole, ça veut dire casser quoi dans le bâtiment. C'est-à-dire, c'est le marin qui s'est sauvé du bâtiment parce que le marin vit aussi des conditions terribles. D'ailleurs, c'est ce qui explique en grande partie aussi la piraterie qui est formée par d'anciens marins. Et là, quand tu poses la question autochtone, c'est doublement intéressant parce que cette question autochtone va avoir, durant ces dernières années, de nouvelles voix autochtones. On a l'expérience en Bolivie où avec ce qui était intolérable pour une minorité descendante des colons européens espagnols, c'était le fait qu'un Aymara arrive au pouvoir. Ça, c'était ils disent un Indien arrive au pouvoir. Donc, Evo Morales, c'est inacceptable. On le voit aussi avec les nouvelles voix qui montent. Les nouvelles voix qui montent, autochtones. Enfin, moi, je suis latino-américaniste de formation, mais on voit les nouvelles voix qui montent au Pérou, mais qui ont commencé déjà au Pérou, déjà avec des gens comme Maria Tegui, des gens qui déjà posaient des questions. Et ça me semble extrêmement important, ce que tu soulignes. Et je finirai avec un exemple, c'est qu'au moment de la révolution haïtienne, les gens choisissent le nom Haïti parce qu'ils disent c'est notre nouvelle légitimité s'inscrit dans la continuation d'un peuple qu'on a détruit, qui était les Taïnos. Donc, il y a une conscience profonde chez les gens qu'il y a que leur légitimité venait aussi des Taïnos. Donc, je crois qu'aujourd'hui encore, c'est important de se re-questionner sur l'histoire, de questionner aussi tous ces mots, tous ces concepts que nous continuons à utiliser. Et comme tu dis, quand tu demandes aux gens, tu vas dans une salle de classe, pas seulement de jeunes, mais aussi d'universitaires, tu leur dis qui sont blancs. Tous lèvent la main. S'ils sont en majorité, tu leur dis, mais blancs comment? Et donc, pour leur réapprendre à repenser, décoloniser d'une certaine façon la pensée. Mais vous, Catherine Blondeau, vous avez été aussi en Afrique du Sud avant. Donc, en Afrique du Sud, tout à l'heure, vous mentionnez le fait que vous découvrez que vous êtes minoritaire en Afrique du Sud. Parce qu'effectivement, on peut se questionner, c'est un environnement évidemment plutôt multiculturel, parce qu'il y a une présence des Malais, il y a une présence d'Indiens de l'Inde. Donc, ça oblige aussi à réfléchir sur comment on a mis en place ce système. Oui, alors, donc moi, j'ai vécu à Johannesburg entre 1998 et 2002. Donc, Mandela venait juste d'être élu. Donc, c'était un pays en ébullition qui cherchait les nouvelles voies de la démocratie, mais qui portait encore les stigmates
du racisme d'État imposé par l'apartheid pendant 50 ans. Donc, c'était à la fois un pays passionnant et en même temps symboliquement très, très violent. Mais ça m'arrive de dire que c'est ce pays, que j'ai absolument adoré, mais ce qui m'a beaucoup appris, c'est qu'il est comme un microcosme de la globalisation et à l'échelle du monde, parce que je me suis retrouvée en position de minorité, donc en tant que blanche en Afrique du Sud, mais c'est la condition des Blancs à l'échelle du monde, c'est-à-dire nous sommes une minorité. Nous croyons une majorité parce que nous avons, l'Occident a imposé son mode de vie depuis 5 siècles au reste du monde, mais nous ne sommes pas majoritaires. Le reste du monde, je veux dire, les êtres humains sont beaucoup plus divers que ça et les Blancs ne sont pas majoritaires. Donc, alors, par exemple, ça, c'est une prise de conscience vraiment tardive. Je ne sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, je parle au début d'œil du cyclone, mais je pense qu'on est tellement éduqués dans l'idée qu'on est supérieur, justement, enfin, que c'est tellement incrusté dans notre vision du monde que c'est très, très difficile de s'en défaire. Et moi, je dirais que dans mon parcours, à la fois sud-africain et ensuite, quand je suis revenue en France, parce que cette expérience, elle a résonné tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, ça m'a appris à regarder les choses autrement. Alors, je parle aussi d'histoire dans mon livre, comme Lilian, mais je parle aussi de situations de vie quotidienne, et Lilian en parle aussi d'ailleurs, où je traque un peu les moments où on ne se rend pas du tout compte en fait qu'on assume tranquillement son complexe de supériorité, même quand on croit qu'on est tout à fait hors d'atteinte de ce genre d'attitude. Et je trouve ça à la fois intéressant de traquer ces situations, et puis en même temps, je trouve qu'il ne faut pas non plus oublier son humour, parce que c'est à la fois des sujets graves, mais qu'il faut pouvoir traiter avec un peu de légèreté si on veut pouvoir avancer. Je vais donner un exemple que je prends dans mon livre, je parle du tourisme équitable. Je me dis, c'est une drôle d'expression, ça, le tourisme équitable. Et puis je me dis, en fait, normalement, le tourisme équitable, ça devrait être des quarts de Maliens avec des appareils photo, beaucoup d'argent, qui arrivent au Sacré-Cœur, qui envahissent les plages bretonnes et méditerranéennes, et puis qui se croient en pays conquis, qui ne font pas attention aux gens du pays local et qui les traitent un peu comme leurs serviteurs et tout ça. Parce que d'une certaine manière, le tourisme international et le fameux tourisme équitable, il consacre quand même le fait qu'il y a une partie du monde qui fait du tourisme et l'autre qui n'a pas choisi de recevoir ces personnes sur leur terre et qui n'a pas le choix d'aller faire du tourisme en Occident parce que pour toutes les raisons que Lilian évoquait de domination économique et tout ça. Donc, moi, je trouve ça aussi intéressant au-delà de... L'histoire est très importante dans la prise de conscience de ces catégorisations raciales et effectivement, comme le disait Lilian aussi, du fait que nous sommes tous victimes de ce système de catégorisation raciale. Il ne faut pas croire que le fait de se calfeutrer dans sa blancheur nous rend plus libres. En fait, c'est un peu... Lilian compare très souvent les questions raciales dans son livre aux questions de genre et étudie par exemple que le virilisme enferme autant les hommes qu'il nuit aux femmes. Et je pense que ce qu'on appelle la domination blanche enferme aussi autant ceux qui sont désignés comme blancs que tous les autres. Et il y a plein de situations vécues où on peut se rendre compte en fait que c'est quelque chose qui nous habite et dont il faudrait pouvoir se défaire, que le monde serait beaucoup plus intéressant. Je dis à un moment que ma peau blanche, c'est comme une pelisse qui m'encombre et j'ai trop chaud et j'aimerais l'enlever, mais non, je suis là avec, mais je ne peux finalement l'accepter que si autour de moi, je peux dialoguer avec des gens qui ne sont pas comme moi et ce n'est qu'à cette condition que on pourra relever, à mon avis, les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont des défis à l'échelle de toute l'espèce et pas à l'échelle de telle ou telle partie de l'humanité. Mais on est pris, disons. Moi, j'ai beaucoup aimé, Lilian, j'aimerais que tu t'exprimes là-dessus,
une anecdote que tu racontes, je me dis, mais comment il fait pour garder son calme? Ou c'est à l'époque où tu es encore footballeur et un collègue à toi, qui est un copain, te dit, oh là là, si j'avais ta puissance et mon intelligence, tu te rends compte? Et je me dis, non mais ça... Et le gars, il le dit, il pense qu'il a fait une bonne... il pense qu'il a dit quelque chose d'intéressant, ou je sais pas, et moi je me dis, mais comment il fait pour pas lui sauter dessus, quoi. Comment tu fais, Lilian, pour résister à ce pilonnage quotidien de ces préjugés, justement, que moi je ne vis pas, par exemple? Oui, mais moi je pense, Catherine, c'est exactement lorsque tu es une femme et t'entends sans cesse des choses tout à fait surréalistes, en fait, qui te renvoient à ta condition de femme, et tu te dis, mais oh là là, mais c'est incroyable. Mais en fait, je pense que quand tu es une personne qui a l'habitude d'être discriminée, en fait, c'est comme tu t'habitues. C'est ça le grave, la chose la plus grave, c'est que tu t'habitues et surtout, tu fais très attention parce que tu sais que quand tu vas relever certaines choses, la personne en face de toi va finir par te dire que c'est toi qui as un problème. Parce que c'est l'histoire du racisme, c'est l'histoire de la domination et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une société en France où lorsqu'on dénonce le racisme, on finit par vous dire que c'est vous les racistes. C'est-à-dire que vous êtes susceptible. Et donc, ouais, vous êtes susceptible, vous avez des problèmes. Et en fait, c'est une question d'habitude. Et donc, il faut savoir que c'est un jeu, qu'il faut jouer au jeu et que ça va être très compliqué de faire changer les choses. Mais encore une fois, ceux qui détiennent le discours, c'est ceux qui défendent un système économique. Et ceux qui défendent un système économique, c'est parce qu'ils sont les grands gagnants du système économique. Et encore une fois, certains vont défendre le système économique sans comprendre ce qui se cache derrière. Et historiquement, le racisme a toujours été un leurre, toujours. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'arrivée de Christophe Colomb, c'est en fait, c'est l'accaparement des terres, des hommes, pour se servir d'eux et pour s'enrichir. Et lorsque, par exemple, on parle de la traite négrière, c'est très important de comprendre qu'effectivement, on esclavagise des hommes et des femmes, mais en même temps, ce qui se passe vraiment, c'est l'exploitation du continent africain. Parce que la matière première à l'époque, ce sont les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système économique qui ne peut pas faire sans l'exploitation de l'Afrique. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention, pour moi en tout cas, lorsqu'on analyse le racisme, ne pas renvoyer les gens à se confronter à travers une identité liée à la couleur de la peau. Et ceux qui ne veulent pas le changement nous invitent à faire ça, à tomber dans le piège. Et les gens vont s'attarder à dire oui, les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça. Et moi, effectivement, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes piégés par ces identités de couleur de peau. Et pour prendre conscience de ça, connaître l'histoire et sortir de ça, et ne plus tomber dans les discours qui vont légitimer le racisme, qui vont légitimer les violences économiques. Parce que nous sommes toujours à se poser toujours la même question. Qui construit le discours? Pourquoi on construit certains discours? On construit certains discours pour légitimer l'esclavage, ça a duré des siècles, et les gens, ils ont trouvé ça que c'était normal. On a légitimé la colonisation, on a trouvé que c'était normal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on légitime? Nous sommes dans des sociétés qui légitiment des injustices et il faut encore une fois se poser la question à qui appartiennent les moyens de communication? Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que nous sommes... la parole et qui à qui on donne la parole? Qui éduque, qui dit? Et je suis d'accord avec toi, Catherine, je pense que la grande majorité des gens ne se rendent pas compte que les personnes blanches sont minoritaires sur Terre. Et après, il y a quelque chose qui me semble aussi très intéressant à comprendre, c'est-à-dire que tout système injuste se construit et se légitime par de l'hyperviolence. D'accord? De l'hyperviolence. Donc, ça veut dire que dans l'inconscient collectif, on a créé l'idée
qu'il y avait une guerre des races. On a créé ça, c'est-à-dire que si ce n'est pas moi, c'est eux. Et donc, ça veut dire que même les personnes de bonne volonté se disent, si les choses changent, ben, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce qu'il y a cette peur. Et moi, dans le livre, j'en parle pas beaucoup, je crois. Moi, par exemple, étant un jeune garçon noir, j'avais conscience que les personnes de mon âge blanche avaient peur de moi. J'avais conscience qu'ils avaient physiquement peur de moi. Et parfois même, quand on est jeune, on joue sur cette peur. Et je pense que c'est inscrit dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, effectivement, je prône l'égalité, mais si demain il y a égalité, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour cela qu'en fait, c'est très compliqué de combattre le racisme, parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans ces avantages-là, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, que le système économique dans lequel nous sommes, en fait, met en péril la survie de l'espèce humaine. C'est ça le vrai problème, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis que nous devons comprendre, que nous devons réfléchir en tant qu'être humain, d'accord, en tant qu'être humain, pour questionner les solidarités et les violences qui sont faites encore aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la prédation, ben, je sais très bien que je suis dans un pays, la France, il y a des affairistes qui participent à la prédation de l'Afrique. Et je pense que nous le savons tous. Et ça, quelque part, ça nourrit le racisme envers les personnes noires, par exemple. Donc, non, encore il y a quelque chose que tu as souligné. Il y a deux points que j'ai retenus un peu. Je pense, un, c'est que dans un pays comme l'Angleterre, c'est une expérience extrêmement intéressante. Quand l'Angleterre va être à l'avant-garde, après les abolitions en Haïti et en France, l'Angleterre va être à l'avant-garde des abolitions. Pourquoi? Là, la morale va faire bon ménage avec l'intérêt. Parce qu'effectivement, l'Angleterre vient de mettre la main sur l'Inde. Et vous qui étiez en Afrique du Sud, vous le savez, c'est-à-dire que font ce million d'Indiens en Afrique du Sud, à Trinidad, en Guyana? Parce qu'effectivement, l'Angleterre met la main sur les colonies et donc l'esclavage n'est plus nécessaire. Et donc, on peut faire un discours anti-esclavagiste parce qu'on retrouve une main-d'œuvre massive que l'on va transplanter dans les Amériques, que l'on va transplanter en Afrique. Donc, quelque part, il y a à la base cet intérêt. Il y a aussi, tout à l'heure, tu parlais de tourisme équitable. C'est intéressant parce que moi, pendant très longtemps, peut-être comme Rodney ou comme Yara, je ne sais pas, on a eu un passeport. Moi, j'avais un passeport haïtien. Et pendant très longtemps, je savais, je devais partir pour des raisons de travail, je savais chaque fois que je passais la douane, eh bien, inexorablement, il y a peut-être une seule exception que j'allais être interrogé et que même avec, quand j'ai eu le visa de résidence permanente et que j'enseignais à l'université, je rentrais en France et je suis allé en Belgique, je devais retourner en France. On m'a dit, vous ne pouvez pas retourner. J'ai dit, monsieur, je ne vais quand même pas laisser mon emploi au Québec pour venir comme clandestin en France. Mais il m'a dit, ce n'est pas mon problème. Donc, quelque part, vous faites l'expérience permanente des inégalités, vous faites l'expérience permanente du racisme de faciès, et donc, vous êtes confronté tout le temps à ce qui apparaît comme la norme. La norme étant que vous avez un passeport européen, vous avez un passeport canadien ou américain, vous circulez. J'ai vu la différence quand j'ai perdu mon passeport canadien à Paris en 85 et que je suis allé au commissaire de police en panique parce que j'avais l'impression que c'était encore mon passeport haïtien. Et le type me dit, ah ben vous êtes Canadien, ben revenez lundi. Et en tant qu'Haïtien, on m'aurait retenu. Donc, quelque part, les traitements, que ce soit médiatiques, regardez comment tous ces gens qui meurent dans la Méditerranée, tous ces gens, comment on traite cette question, c'est-à-dire comment les grands médias traitent la question, ou traitent encore, je disais avec Yara, que palestinien ou haïtien, ce n'est pas une nationalité, c'est un destin, parce que on est pris avec ça. Oui, alors Catherine.
Oui, bah, je voulais parler un peu du livre de Lilian parce que je l'ai lu plusieurs fois avec beaucoup de plaisir. J'ai appris beaucoup de choses et puis je l'ai lu après avoir écrit le mien. Et il y avait tellement de résonance que j'étais vraiment étonnée parce qu'on parle de la même chose, mais évidemment de deux points de vue différents. Et c'est ça qui est assez passionnant. Et je voudrais lire un petit passage du livre de Lilian. Il dit, c'est page 248, les gens ont besoin d'être bousculés, et surtout les blancs, parce qu'on est tranquille. On n'a encore aucune idée de ce que cela signifie d'être né blanc. Oui, quand on est blanc, on est avantagé. Ces avantages sont construits et ancrés depuis des centaines d'années, mais beaucoup ne veulent pas voir la réalité, c'est trop difficile. Ils ne veulent pas y être confrontés au quotidien. Les gens veulent garder leur position, ils veulent un statu quo. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne veulent pas abandonner leurs privilèges. Et donc, je lisais ça. Bon, là, tu cites un extrait d'un média qui s'appelle Brut. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, en fait, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, oui, moi aussi, ça m'a bousculé. Ça ne m'a pas tellement plu, en fait, qu'on me catégorise comme une blanche, surtout quand j'ai compris ce que ça recouvrait, c'est-à-dire qu'on on me plaçait à l'endroit de l'héritière de la colonisation, de l'héritière de 5 siècles de privilèges et tout ça. D'autant plus que moi, je viens d'une classe populaire et j'avais toujours, dans la mythologie familiale, on m'avait toujours présenté plutôt comme la victime aussi des puissants. Et tout à coup, bam, en Afrique du Sud, je me retrouvais du côté des méchants, enfin, si on peut dire. Et je le dis comme ça parce que je crois que cette question de manichéisme, elle nous brouille un peu la vue. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre aussi, Lilian, alors tu dis qu'on a besoin d'être bousculé, oui, il faut l'accepter pour progresser. Mais tu fais aussi une distinction très importante entre individu et système et collectif, c'est-à-dire que quand on commence à discuter de ces sujets avec des personnes blanches, souvent elles se sentent agressées parce qu'elles se sentent tout de suite coupables, elles n'aiment pas ce sentiment de culpabilité et donc toute discussion devient impossible. Mais en réalité, ce que j'aime dans ton livre aussi, c'est que quand tu parles de pensée blanche, tu dénonces, enfin, ou tu déconstruis un système de pensée. Et c'est-à-dire que un individu, même s'il est blanc ou catégorisé blanc, il peut très bien se positionner contre ce système de pensée qui impose la domination de certains peuples sur d'autres, etc., ou qui entérine 5 siècles de privilèges ou d'avantages comme ceux que, France, tu viens d'évoquer, le fait de pouvoir circuler dans le monde avec un passeport qui ne vous pose jamais aucun problème. Bon. Et je pense que quand on prend conscience de ces choses, on progresse en humanité. Et en tout cas, moi, après Fanon, mon but dans la vie, c'est de progresser en humanité, pas seulement individuellement, mais comme peuple. Et alors, on pourrait croire que pour l'instant, on est plutôt en train de régresser, mais moi, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait, de voir les choses comme ça. Et je me dis qu'on peut toujours progresser en humanité et que des livres comme cela peuvent nous y aider en nous invitant à réinvestir comme celle de la fraternité, par exemple, mais qui ne sont pas des mots creux, Et donc, réinvestir la fraternité, ça veut dire quand même se poser toutes ces questions sur sa posture en tant que personne blanche et ce qui vous est donné, qui n'est pas donné aux autres et qu'on pourrait peut-être mieux partager. Non, mais Catherine, alors, donc, tout d'abord, je te remercie parce que c'est effectivement ce que j'essaie de faire, c'est de dire aux gens qu'il faut faire très attention. Cette pensée blanche, ben, vous pouvez l'avoir peu importe votre couleur de peau. C'est-à-dire qu'aux Antilles aussi, il y a une hiérarchie selon la couleur de la peau. En Haïti aussi, il y a une hiérarchie selon la couleur de la peau. Un peu partout dans le monde. Et moi, je te disais dernièrement, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, et peut-être que tu ne te rends pas compte, en fait, la puissance de ton discours. Parce que toi, tu racontes ta vie, tu racontes tes expériences, mais le fait qu'une jeune femme française puisse aborder tranquillement, sereinement, en souriant,
ben, c'est problématique, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, très souvent, lorsque une personne dite noire parle, beaucoup sont persuadés qu'il parle en tant que noir. Donc, en fait, il est intéressé par quelque chose parce qu'il subit quelque chose. Mais toi, qui es une femme dite de catégorie blanche, aborder ces sujets-là, mais c'est encore plus puissant. Parce que, en fait, lorsqu'on s'arrête un petit peu, depuis combien de temps des intellectuels parlent de ces sujets, et surtout des intellectuels qui viennent des personnes dites non blanches. Mais depuis très très longtemps, ils abordent ces sujets, mais ils ne sont pas entendus. Et moi, je pense que quelqu'un comme toi, tu ne te rends pas à... Ouais, je suis persuadé que toi, tu ne te rends pas compte à quel point, mais ça change tout en fait. Parce que tu seras écouté et surtout, tu abordes les choses avec ouais, une très grande tranquillité. Et tu dis, non, bah, il n'y a aucun problème de prendre conscience que vous êtes blanche en fait. Ben, il n'y a aucun problème à se poser des questions et à se dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et donc, je pense que ouais, ton livre est fondamental parce que c'est une expérience et je reste persuadé que si tu mets mon livre et ton livre, la grande majorité des personnes blanches, en fait, vont sortir de ton livre en ayant une volonté totale de se remettre en question et de se regarder différemment. Alors que peut-être avec mon livre, ils vont se sentir parfois être un peu agressés et ils vont se dire, tiens, peut-être qu'ils parlent. D'ailleurs, tu sais, l'extrait que tu as lu, juste après, je parle d'un copain qui m'envoie un SMS et qui me dit, Lilian, ouais, mais toi, quand tu parles, on se dit, putain, c'est un noir qui est en colère. Alors que Popovic, comme il est blanc, tu l'écoutes. Mais ça paraît bête, mais c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on a besoin, chacun de nous, d'aborder ces sujets-là tranquillement, sereinement. Et à force de les aborder tranquillement, sereinement, en fait, il y aura de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui rejettent les choses déjà parce qu'ils se disent « Oh là là, ils sont en train de m'agresser. » Mais non, je ne t'agresse pas en fait. Je te dis simplement que nous sommes enfermés dans des identités de couleur de peau. Toi, tu ne te rends pas compte parce que tu ne souffres pas de cela. Moi, je suis conscient parce qu'effectivement, je sais qu'est-ce que c'est être vu comme noir. C'est être vu n'ayant pas droit à toutes les opportunités du monde. Et ça, ce n'est pas normal. C'est avoir droit à une violence existentielle, à me poser certaines questions qui ne sont pas justes, qui ne me permettent pas de développer une bonne estime de moi-même. Et donc, il faut qu'on en discute. Et je n'ai pas besoin de ta culpabilité, parce que je ne veux pas de ta culpabilité. Je veux juste que tu prennes conscience du monde dans lequel nous vivons. Et toi, tu ne peux pas te considérer comme étant neutre. Parce que être neutre, c'est laisser les choses en état. Et moi, je pense que dans ton livre, il y a tout ce discours. Ou même, tu dis aux gens, oh, arrêtez de vous culpabiliser. Hein. Ce n'est pas le but du jeu, en fait. Le but du jeu, c'est s'intéresser à des auteurs. Par exemple, dans ton livre, comme je te disais dernièrement, il y a un auteur qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il s'appelle, j'ai gardé, Sony Labou-Tansi. Mais d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait connaître ce monsieur. Il est d'une puissance totale. Et moi, je trouve qu'il est extrêmement intéressant dans ton livre. En fait, tu invites les gens à enrichir leurs connaissances. Parce que quand culturellement, tu es plus riche, effectivement, tu perçois le monde d'une manière beaucoup plus juste et beaucoup plus humaine. Et ça, c'est le chemin, en fait. Et je trouve que c'est l'éducation que nous devrions avoir. Parce que le voyage que tu fais est un déplacement. Et ça, en fait, c'est ce qu'il faut inviter les gens à faire, en fait. C'est se déplacer pour juste percevoir les choses différemment. De ne plus être dans certaines certitudes. Et encore une fois, c'est le système de pensée dominant qui nous empêche de nous penser en tant qu'être humain.
Merci beaucoup, Liliane. Je ne sais pas, Yara, si on a des questions sur le chat. Je n'en vois pas ici. Je pense que les gens sont dans un mode d'écoute totale avec toute cette intelligence et ce dialogue. Moi, en fait, j'avais peut-être une question que j'aurais voulu poser et à Lilian Thuram et à Catherine Blondeau. Il y a une citation de Hannah Arendt que moi j'aime beaucoup, où elle dit si on m'interpelle comme juive, je répondrai en tant que juive, mais je ne suis pas que juive. Et j'ai souvent, il y a beaucoup de discussions ici par rapport à des mots qui nomment les choses, par exemple comme le mot racisé, comme le mot blanche. Et il y a vraiment une discussion autour de ces mots-là. Est-ce qu'ils finissent par être des pièges, justement, qui à la fois nomment les choses, mais qui nous empêchent d'avancer vers cette espèce d'émancipation des catégories? Et j'ai eu l'impression dans vos deux livres que vous tâtonnez beaucoup autour de ça. Que faire avec ce mot blanche, à la fois la pensée et à l'expérience d'être dans le monde, et comment l'aborder sans devenir vous-même piégé là-dedans. Donc, j'aurais voulu peut-être, dans les 2 dernières minutes, vous poser la question, quand vous vous êtes lus mutuellement et réciproquement, est-ce que vous avez trouvé peut-être des résonances, des dissonances, peut-être des voies de sortie par rapport à l'usage de ce vocabulaire-là très, très chargé? Moi, je peux peut-être commencer parce que c'est justement ce dont je voulais parler, une des choses dont je voulais parler du livre de Lilian, que j'ai beaucoup aimé, c'est tu développes un concept dont je n'avais jamais entendu parler, qui est enfin un concept, un mot, une formule. Tu parles du suicide de la race. Et en fait, moi, ce que j'ai compris et qui a énormément résonné aussi en moi, c'est que au-delà de ces catégories et de la prise de conscience de ce qu'elles représentent historiquement, socialement, parce que c'est là qu'elles ont un sens. En soi, bon, moi, la couleur de ma peau, mon âge, mon genre, enfin, tout ça n'a pas de grande signification si ce n'est pas replacé dans un contexte historique, social, dans des rapports de force, de domination, etc. Mais et puis, il faut le faire parce que sinon, si on tente la carte du colorblind, de l'aveugle à la couleur, qui était un concept que j'entendais beaucoup en Afrique du Sud, en fait, on s'interdit tout progrès. Puisque si on fait semblant que les questions raciales n'existent pas et qu'elles ne structurent pas la vie de nos sociétés, alors on se prive de tout moyen de combattre, d'une part, le racisme brutal, mais aussi toutes les petits... comment dire, toutes les brimades systémiques, toutes les petites humiliations quotidiennes, etc. Puisque si on fait semblant que ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Mais cette idée du suicide de la race, qui est ce à quoi tu appelles, Lilian, puisque c'est un peu la porte de sortie, c'est-à-dire de comment se débarrasser de ces catégories pour reconstruire une forme d'universalisme, mais qui ne soit pas celui dont on nous prêche aujourd'hui qu'il faut absolument le défendre, parce qu'il n'est plus défendable dans la mesure où il vient d'un endroit du monde qui est l'Europe, et il parle d'un point de vue qui est le point de vue occidental. Donc cet universalisme-là, il ne peut plus faire l'affaire. Mais pour en construire un autre qui serait plus à la mesure de notre temps, notre monde global, il y a beaucoup de travail, parce que ça ne peut pas se décréter d'un côté, il faut que ça se construise. Et pour répondre à ta question, Yara, pour moi, la catégorie, enfin le mot blanc, blanche, c'est à la fois un piège et un sésame, c'est-à-dire que c'est le piège si tu t'y enfermes et que tu ne fais que dire les blancs sont comme ci, les noirs sont comme ça, etc. Et puis il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe. Mais en même temps, si tu ne passes pas par ça, tu ne peux pas construire autrement les rapports sociaux et politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc, c'est ça c'est ce que j'aime dans la complexité de ces notions, et c'est ce que j'ai trouvé aussi dans le livre de Lilian qui
m'a donné de nouvelles idées de sortie, en fait, par cette idée de suicide de la race. Ça m'a bien plu. Écoutez, Yara, je pense que Catherine a totalement répondu à la question. Totalement. Merci beaucoup. Mais il y a une autre question d'une auditrice qui demandait pourquoi vous avez choisi vos titres. Pourquoi on a choisi ces titres? C'est ça? Oui. Oui. Ah, pour moi, c'était une évidence parce que c'est cette pensée blanche qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand les enfants me disent sale noire et qu'ils pensent qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont supérieurs dans cette classe de CM2, pour moi, c'est ça, c'est cette pensée de la hiérarchie des gens selon la couleur de la peau. Et dire aux gens que c'est une construction, ce n'est pas naturel. Dernièrement, j'ai lu une jeune femme dans un article dans le Figaro où elle expliquait que le racisme était naturel, en fait. C'est juste surréaliste d'entendre ces choses-là. C'est juste parce qu'il y a des hommes politiques aussi qui vous disent que les inégalités dans la société, ben, c'est naturel aussi, en fait. Le sexisme, c'est naturel. Voilà. Non, tout ça, ce n'est pas naturel. Et donc, pour moi, la pensée blanche, c'était revenir à cette construction qui construit l'idée qu'être blanc, c'est mieux. Jusqu'en 1950, en France, on enseignait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure qui était la race blanche. Et donc, c'est normal que nous soyons dans la société que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut grandir et pour grandir, tout commence par une discussion. Voilà. Bon, merci beaucoup Catherine Blondeau, merci beaucoup Liliane Thuram et à tous les auditeurs et auditrices, lisez leurs livres, c'est extrêmement important. Ce sont des livres aujourd'hui incontournables. Merci à Yara, merci à Rodney et je vous souhaite le meilleur et à une autre fois, une autre discussion, peut-être autour de nouveaux livres l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir Catherine. Merci. Au revoir Lilian. À bientôt. À bientôt.